abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour ce nouveau podcast dans le cadre de nos jeux concours de l'été 2025. Nous vous proposons 5 interviews tout au long des vendredis du mois d'août 2025 et nous organisons un jeu concours comme chaque année pour vous récompenser de votre fidélité et maintenir un peu l'intérêt pendant les vacances. Nous prenons une petite pause mais nous ne vous oublions pas. Nous avons pensé à vous et comme chaque année depuis quelques années, nous organisons ce jeu. Les années précédentes, nous avons fait un jeu à base d'énigmes, puis de questions sur la vie de l'équipe. Et là, cette année, nous avons décidé de réaliser 5 interviews différentes. Et le jeu, va consister à être attentif lors de l'écoute de ces podcasts. Et chaque vendredi, il y aura une question en rapport avec le podcast de la semaine. Il suffira de répondre via le formulaire sur la page du podcast sur le site oxitude.org, www.oxitude.org, et ainsi, vous pourrez voir le règlement du jeu plus précis, le détail des lots et proposer une réponse. Et ceci pour chacun des 5 vendredis du mois d'août. Et cette année, nous avons encore pas mal de sponsors qui ont joué le jeu pour vous offrir des lots. Et le détail sera sur les pages, mais je vais quand même les nommer ici. Il s'agit de la société Access Solutions, de DidactiWeb, JM Service, Okinea, Sonar Vision, VoxyWeb et l'équipe d'Oxitude vous offre également des cadeaux cette année. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez, soyez attentifs et si vous avez la réponse pour chacune des semaines, vous répondez. Tirage au sort lors de l'hebdoxitude de la rentrée le premier vendredi de septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonne écoute et passez un bon mois d'août. À bientôt, bonne chance. Bonjour, bienvenue sur Oxitude pour un podcast de l'été. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de braille et de nouvelles technologies. Donc, si on parle de braille, on est bien obligé d'avoir avec nous Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Yannick et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors effectivement, pour parler de braille, on a fait appel à des experts, des connaisseurs du braille et notamment de l'enseignement du braille. On va déjà accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Yannick, bonjour Jacques. Tu peux te présenter? Je suis transcriptrice de documents à l'Institut Forjat. Enfin, c'est au centre Forjat, plus exactement. Et j'y anime aussi un atelier lecture. Et voilà, je participe aussi à la correction du poinçon magique, de la dictée du poinçon magique. Voilà, et puis j'ai aussi un élève à qui j'apprends le braille depuis à peu près 1 an. Voilà. Super. Et on accueille aussi Eric. Bonjour Eric, je crois que Bonjour. tu es prof de braille. Oui, bonjour Yannick, bonjour Jacques, bonjour à tous. Je suis Eric. Je suis professeur de braille depuis très très longtemps maintenant à l'Institut national des jeunes aveugles où j'accompagne des élèves qui sont en parcours institutionnel et puis en inclusion. Et puis à cette activité principale, je travaille aussi pour le SDEDV, qui est une structure d'accompagnement des enfants uniquement en inclusion. Et puis j'ai écrit une méthode d'apprentissage du braille pour la VH. C'est ce que j'allais dire, voilà. Tu as écrit des méthode. Des méthodes d'apprentissage pour les voyants. On va être transparent, on va être transparent. On a déjà travaillé ensemble et on travaille encore parfois ensemble. Tu as créé des méthodes pour l'apprentissage du braille tactile et visuel. Et visuel, effectivement, pour des adultes. Je crois que c'est celle visuelle qu'on peut retrouver. Alors celle visuelle, elle est plus disponible. Ce qui s'appelait J'apprends le braille avec mes yeux. La tactile, par contre, elle vient d'être éditée par la VH, donc celle-là, elle est disponible. Voilà. J'ai une question pour Eric et Christelle. Vous êtes tous les deux déficients visuels complets est-ce que vous avez appris le braille depuis votre enfance ou est-ce que vous avez appris le braille de manière tardive? Alors, moi, je suis totalement aveugle depuis toute petite et j'ai appris le braille. C'est mon apprentissage de la lecture. Voilà.
Moi, idem pour moi, je suis malvoyant profond, donc voilà, et j'ai appris le braille tout petit comme l'outil de lecture, voilà, et avec mes doigts. euh, voilà. C'est une chose importante, hein, on en parle souvent avec Eric. On pense, nous, en tous les cas, qu'il est important qu'un un prof de braille, quelqu'un qui enseigne le braille, soit au moins en mesure de le lire tactilement. Sinon, Alors, c'est difficile de... pour des questions de crédibilité, je partage, et puis Christelle aussi, hein, tu partages Oui, complètement cet avis. oui, parce qu'en fait, quand on apprend le braille tactilement et qu'on montre aux gens qu'on sait nous-mêmes le faire, ça leur permet de se dire que c'est possible et que voilà, on leur demande pas de faire des choses que nous-mêmes on ne sait pas faire. Ah, bien sûr. Mm. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur Oxitude, et du coup, Oxitude, c'est les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, l'un et l'autre, comment vous utilisez les nouvelles technologies dans le cadre de l'apprentissage du braille? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous aide à vendre le braille, si je peux me permettre? Juste, on va peut-être le préciser. Eric, tu travailles surtout avec des enfants, et du coup, Christelle, plutôt avec des adultes. Oui. Et même si Eric, tu as un passif avec les adultes. Oui. Et du coup, comment les nouvelles technologies et par exemple les plages braille, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à aller vers le braille, ou c'est quelque chose qui rebute, même si j'ai un petit peu mon idée, d'aller vers le braille? Non, ça aide évidemment parce que déjà, les gens utilisent les ordinateurs, donc c'est connecté à un ordinateur, donc tout de suite, je pense que ça attire, c'est moins rebutant au départ. Et puis aussi, avec une plage braille ou un bloc-notes braille, on peut accéder à tout type de format, ce qui est quand même très pratique. On peut accéder à beaucoup de documents, de la lecture, voilà, on peut lire du EPUB, du PDF, enfin, toutes sortes de choses. Et les gens, enfin, je pense que le fait de pouvoir accéder à, à des choses qui les intéressent, ça peut être une super motivation pour apprendre le braille. Voilà. Oui, le fond documentaire, du coup, est beaucoup plus large à partir du moment où on s'appuie sur du numérique. Je crois que Voilà. Et toi, puis, Eric, par exemple, tu utilises beaucoup Ah oui. l'application Livre Moi, j'utilise pour... l'application, j'utilisais beaucoup l'application Livre de mon iPhone. Maintenant, j'utilise aussi Christelle me récupère beaucoup de choses sur Internet, hein, faut le dire, dans des formats tout à fait, et surtout des choses récentes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que non seulement l'éventail de lecture est beaucoup plus large, mais on peut accéder à des choses récentes. Donc, on peut partager des échanges sur des livres récents qu'on vient de lire. Mhm. Ça, c'est très important. Est-ce que Alors, je suis aussi un gros utilisateur de livres, de l'application Livre sur iOS, soit dit en passant, et en braille. C'est-à-dire que je lis avec ma place braille. Mais je ferme la parenthèse, j'ai assez parlé de moi. Non, moi j'aurais quand même une question. J'ai eu l'impression, et c'était un peu ce qui s'était dégagé lors du podcast que nous avions fait sur le braille il y a quelques années pour Oxitude. Ça va faire 3 4 ans. Euh, Moi, j'avais l'impression que précisément les nouvelles technologies tendaient à faire disparaître en quelque sorte le braille. C'est-à-dire que le braille ne devenait plus nécessaire, notamment pour les gens qui perdaient la vue. Qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui? Alors moi, je pense qu'il y a justement, on est passé beaucoup dans ce domaine-là en disant, bah, la synthèse vocale va remplacer le braille, c'est plus la peine, on a des écrans immenses, donc quand on est malvoyant, à quoi sert l'apprentissage du braille? Et au contraire, là, je trouve qu'il y a un peu, on touche du doigt, sans faire de mauvais jeu de mots, les limites. On se rend compte que de plus en plus d'aveugles sont dans l'oralité et du coup, le braille numérique, ça permet de retrouver l'écriture et la lecture. Ça, c'est pour moi très important. On se rend compte qu'effectivement, c'est parfois beaucoup plus confortable d'avoir sur les doigts une plage tactile que d'être collé sur son écran en zoom fois je ne sais pas combien. Donc, si on arrive à expliquer aux apprenants l'intérêt qu'a pour eux le fait d'utiliser du braille et en particulier du braille numérique, franchement, c'est très très bien. Alors, ça veut oui. dire que le braille papier est mort? Non, On alors, abandonne le papier? surtout pas. Christelle, Alors, voilà, elle va non. vous faire, voilà. Alors, juste pour rajouter, je voulais dire au sujet de la synthèse vocale, on l'utilise tous pour lire rapidement, mais la plage tactile permet aussi
de se corriger, par exemple, dans un document, ce qui est plus difficile quand on a uniquement la synthèse vocale. Et ça, c'est très important de le dire aux gens quand ils apprennent le braille. Ça permet de ne pas perdre l'orthographe. Voilà ce que je voulais rajouter. Par contre, le braille papier, tout à fait vrai. Voilà. Et d'avoir une relecture précise, Voilà, ça c'est important aussi. Ça c'est important et d'avoir une relecture précise. Et puis on sait tous combien c'est important de savoir lire et écrire, voyant comme aveugle. Hein, au-delà Oui, même c'est ça. du fait C'est-à-dire que pour un aveugle, l'absence du braille, c'est la porte c'est le ouverte privé vers de la lecture. l'analphabétisme. Voilà, exactement. C'est le privé de l'analphabétisme, c'est le condamné à l'oralité. Et alors, soit on choisit que c'est le cas pour tout le monde, et bon, ben, finalement, les stratégies des aveugles peuvent être utilisées par les voyants. Mais si on pense que pour des voyants, c'est important aujourd'hui, malgré toutes les technologies, malgré l'IA, qu'ils sachent lire et écrire, eh ben, c'est tout aussi essentiel pour des aveugles. Et pour l'instant, notre code de lecture et d'écriture, c'est le braille et uniquement le braille. Je laisse Christelle sur le braille papier. Le braille papier. Alors, pour moi, le braille papier reste indispensable, mais vraiment, surtout quand on débute, en fait, le braille. D'abord parce que ça permet de se repérer dans un document. Quand on n'a qu'une ligne, on n'a pas toujours la notion, en fait, de l'espace de la page, de repérer un titre, de repérer un alinéa, ce genre de choses. Et je trouve que c'est très, très important. Et puis, je pense que, alors, ça dépend des gens, évidemment, mais pour ce qui me concerne, quand on a des choses à mémoriser, quand on a un document papier, parfois on le mémorise de façon, j'allais dire visuelle, c'est-à-dire en se disant, ben là, c'était à tel endroit de la feuille, en tout cas, moi, c'est le cas. Je fais du théâtre, voilà, et quand j'ai besoin d'apprendre des textes, et ben, le fait d'être à tel ou tel endroit du papier ça m'aide à le mémoriser. La mémoire visuelle, enfin ce qu'on pourrait Visuelle appeler une mémoire tactile. visuelle, mais qui est kinesthésique. C'est ça, Oui, en fait, c'est exactement. une mémoire bidimensionnelle en quelque sorte C'est ça. En haut de la bah, page, en bas de la page. Quand on veut passer très rapidement d'un personnage à un autre, par exemple, quand on apprend du théâtre ou qu'on veut suivre avec quelqu'un très vite, alors c'est beaucoup plus rapide que même si on a des commandes qui nous permettent de rechercher. Quand on a une présentation avec des sauts de ligne, des choses comme ça nous permet vraiment d'aller très vite d'un endroit à un autre. Enfin, on est voilà. d'accord. On est en plus, moi par exemple, j'ai abandonné le braille papier depuis des années et des années parce que j'ai pas d'imprimante, parce que je me déplace beaucoup et qu'on se déplace pas facilement avec une imprimante braille, parce que pour plein de raisons purement logistiques et matérielles, le seul braille papier que j'ai, c'est celui sur les boîtes de médicaments. Et je sais que ça me manque énormément. Par exemple, je fais je fais du doublage de documentaires dans mon métier. Et je sais que si j'avais le texte sur une feuille de papier plutôt que l'avoir sur une plage braille, eh ben, ça serait beaucoup plus facile parce que la plage braille, par exemple, va me donner la fraction de seconde qui permet de passer à la plage suivante, d'une plage à l'autre, me fait perdre un temps précieux et me fait accrocher et hésiter et ça se passe pas toujours très bien. Et donc la seule solution que j'ai trouvée pour pallier ça, c'est d'apprendre une partie des textes par cœur parce que sinon c'est trop compliqué. Alors que j'aurais du papier, bah, pendant que je distribue oralement une information, une main peut déjà aller voir sur l'autre ligne l'information suivante. Ça, tout à fait. Voilà. Oui, Moi, je sais que si je dois prendre la parole en public, je vais aussi imprimer en papier parce que c'est plus simple de me repérer. Et le geste de lecture, justement, qu'on est obligé de faire sur la lecture papier avec cette lecture à deux mains, il est extrêmement important. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on est sur une plage tactile qu'on n'a pas besoin de ses deux mains pour lire en braille. Là, on va rentrer un peu dans de la technique. Mais c'est ce que j'allais te poser justement comme question. Voilà. C'est est-ce que la plage braille ne casse pas cette lecture bimanuelle? Elle peut la gêner, mais justement, comme disait très bien tout à l'heure Christelle, le démarrage, c'est intéressant de le faire en braille papier, justement pour acquérir les gestes propres à la lecture tactile, notamment la lecture à deux mains, et bien éduquer les deux mains, parce que c'est ça qui va faire la vitesse de lecture. Sur la plage tactile, ça peut avoir cette limite, c'est-à-dire que on a tendance à n'utiliser qu'une main. Alors que, sur une 20 caractères, c'est vrai que c'est difficile d'utiliser deux mains, enfin c'est possible, mais c'est plus compliqué. Par contre, sur une 40, là, c'est tout à fait pertinent. Aller à la fin des mots, glisser d'un mot à l'autre,
Là, c'est tout à fait Moi, je suis d'accord avec toi, mais je me rends compte quand même que mon parcours main gauche est un tout petit peu plus petit sur une plage tactile que sur une feuille. Oui, J'ai mais l'impression parfois, d'aller moins loin que ma main gauche. Il est de toute évidence, je pense qu'il est un quart, trois quarts pour un droitier oui, en mais tout ça, c'est cas. même vrai Ouais, c'est c'est ça. même vrai sur le Mm. papier. Oui. Même quelqu'un qui voit a toujours un œil Ouais, mais le directeur. parcours commun, tu vois, à un moment, tu as tes deux index. Voilà, désolé pour ceux qui sont moins dans la technique, hein, mais c'est en tout cas ce que tout le monde devrait savoir à partir du moment où on est dans l'apprentissage du braille. C'est-à-dire que le parcours commun à deux index, pour moi, me paraît plus court sur plage tactile. Bah, vas-y, Christelle. On a tous en fait des façons différentes de lire, je pense. Ouais, par exemple, moi, j'utilise beaucoup moins ma main gauche, et Eric, qui est gaucher, va beaucoup plus loin Ouais. avec Mm. sa main gauche, même sur papier. Donc, je pense que ça, c'est vraiment chaque personne a sa façon de lire et trouve j'allais dire Mais j'ai l'impression que ma lecture n'est pas la même, en tout cas, sur papier et sur plage tactile. Ah oui, oui, oui. Oui, bah, bien Mm. sûr. Par Mm. contre, sur plage tactile, moi, je retrouve le même plaisir. C'est-à-dire que certains parlent aussi d'une espèce d'émotion, de sentir sous les doigts le papier qui glisse et tout ça, comme les voyants, hein, avec le support. La différence entre la lecture d'un livre papier et d'un livre sur tablette numérique. Moi, maintenant, je retrouve le même plaisir de lecture. C'est-à-dire, même si j'ai plus le livre, l'objet papier sous les doigts, je retrouve le même plaisir et la même capacité. Je parle de roman, hein, je parle pas de manuel Oui. scolaire où ça serait Mm. différent. Je me positionne bien sur l'histoire de roman, parce que manuel scolaire, c'est une autre manière de travailler, peut-être. Là, je retrouve le même plaisir. Bon, la notion de plaisir, elle est évidemment par définition assez subjective, mais parce que bon, moi je suis malgré tout très content de ne pas avoir à gérer 14 volumes Ah en oui. braille. Ah oui. Ah bah oui. Comme dans C'est notre d'emmener, jeunesse. On se C'est ça, rappelle. exact. partir en rappelle tous. vacances avec une valise pour les livres, quoi. Voilà, C'est ça. rappelez-vous la tête de nos parents respectifs quand dans la voiture familiale, on devait mettre le livre de l'été de l'enfant brailliste et ça faisait 15 volumes. Ou On quand il se fallait aller à faisait- la poste chercher les livres Voilà, qui venaient hein, d'arriver. voilà. Et quand on se battait dans les différentes bibliothèques pour trouver le livre et on passait avant le copain pour qu'on ait le choix du livre. Ça, c'est des Tout à fait. problématiques qui aujourd'hui n'existent plus. Jacques, toi, tu as eu l'occasion, je crois, de mémoire, de poser la main sur des plages multilignes. Alors oui, je voulais Euh, justement aborder Voilà. ce sujet. Est-ce que Eric et Christelle, vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ce genre de plage? Moi, Jamais. personnellement, non, moi. Ouais. Moi non plus, J'en ai jamais. jamais vu non plus, mais j'imagine Mm. que ça doit être un prix assez astronomique puisque quand on connaît le prix de la cellule braille. Alors, bon, j'ai ma petite idée. Alors, ça reste tout à fait là aussi un peu subjectif. Donc, moi, j'ai une fois, j'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet puisque j'étais allé spécialement pour Oxitude en Angleterre pour justement tester un produit. Alors, le produit ne donnait pas entière satisfaction pour des raisons techniques, etc. Mais en tout cas, l'idée d'un support multiligne, j'espère qu'un jour on y viendra parce que je pense qu'il faudra, parce que ça fait très très longtemps que le braille numérique n'a pas évolué et que on est toujours aux techniques piézoélectriques, etc. Enfin bon, ça fait quand même très longtemps que ça n'a pas évolué et ça c'est extrêmement dommageable. Je crois que les fabricants vivent un peu sur leurs acquis et qu'un peu de recherche-développement serait quand même la bienvenue. Et le système que j'avais vu multiligne était un système qui était mécanique. Enfin, c'était un truc assez compliqué, bien pensé, assez ingénieux. Mais bon, c'était quasi inutilisable parce que puis en plus très volumineux parce qu'il y a aussi ça. C'était quand même un gros appareil. Donc pas de mobilité. Mais j'espère qu'on y arrivera. Et Il y a le dotpad qui existe. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre les mains dessus. Mais moi, j'ai pas mis les mains dessus, donc je peux pas en parler. Mais des choses vont exister, et je crois que ça va, changer la vie des aveugles qui ont tenu à rester au braille, bah, comme nous, hein, comme nous quatre, hein, finalement, qui ont tenu à quand même de rester au braille. Je crois que ça va vraiment changer la vie. Et alors là, pour le coup, le braille la lecture papier, à deux mains, pour le coup. On va retrouver la lecture à deux mains. on va retrouver c'est non ça. seulement Je pense une que vraie du coup, ça peut relancer. Ouais. Oui. on va non seulement retrouver une vraie lecture à deux mains, mais on va surtout retrouver exactement ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire l'appréhension bidimensionnelle du texte, repérer les paragraphes, les alinéas, les sauts de ligne,
toutes des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas, des choses qui nous échappent aujourd'hui et qui sont nécessaires. Je veux dire, si en typographie elles existent, c'est elles n'existent pas pour rien. Bien sûr. Donc quelque Tout à part, fait. ça aussi, c'est de l'information pour l'instant, on est privé de cette information, incontestablement. D'ailleurs, je crois, Ah, Eric, que toi, tu utilises beaucoup avec tes élèves la lecture rapide, la recherche rapide alors d'informations moi, dans un document. je travaille beaucoup d'exercices justement à la confluence entre braille et numérique, où on va, mais Christelle aussi, tu le fais, hein, Mm. où on va travailler, rechercher tel sous-titre, aller à la fin du document, rechercher telle information dans un texte, parce que pour moi, au-delà de la lecture simple acte de lecture Linéaire. Mm. linéaire, ce qui va être important, c'est aussi que la personne, puisque c'est ça la réalité, sache se déplacer dans un document, puisse l'exploiter. Pas simplement, quand on lit en noir, on lit pas le document de la première ligne à la dernière ligne, on va naviguer dedans. Hein, surtout dans un texte d'histoire géo, il y a beaucoup de questions à aller chercher dans tel document, telle information. Ben, c'est vraiment une compétence et c'est là aussi où il faut bien mesurer que le rôle de l'enseignant de braille, il a un peu évolué. C'est-à-dire que bien sûr, on est là pour transmettre le braille, c'est essentiel, et on viendra tout à l'heure peut-être un peu les incontournables, mais ça va être important aussi de travailler cet aspect de je navigue, je recherche, je retrouve. Mm. Oui, je suis d'accord avec toi. Le métier évolue en tout cas. Le Et je métier pense que évolue. tous les profs de braille doivent en prendre conscience quand même. Et tous les profs de braille aujourd'hui doivent être capables d'accompagner les élèves dans un apprentissage du braille sur support papier, qui, comme l'a dit Christelle, reste important, essentiel et pour un démarrage, mais aussi sur support numérique. Et dans toutes les méthodes, c'est important de prévoir, ou dans tous les accompagnements, un temps de braille papier, mais aussi un temps de braille numérique. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la lecture sur plage tactile, les points sont plus saillants, le geste est plus simple parce qu'il n'y a pas cette histoire de coordination, de se perdre dans les lignes. Par contre, la présence des points 7 et 8 peut être une difficulté. Oui, c'est vrai. Hein, entre un C majuscule et un M, Mm. bah, c'est pas forcément évident de faire la différence. Oui, mais ça L'éventuelle aujourd'hui, il y a présence des. l'éventuelle présence du curseur aussi, parfois L'éventuel, Oui, ouais, qui gêne. Oui, la ça gêne. sélection, Oui. par exemple, la sélection de texte. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Le fait de ne pas avoir le point 6, ou que les ponctuations soient séparées, avec la marque de l'espace insécable, présente ou pas. Donc, il y a plein C'est vrai. d'aspects qu'on ne mesure pas et qui sont importants. Oui, à ceci près qu'aujourd'hui, on peut tout à fait décider de prendre une Une table table braille braille 6 à points. 6 points, Oui, et puis le problème est réglé. sauf que la réalité, c'est aussi qu'il faut apprendre les élèves à travailler sur tous les types de supports. Ils n'auront pas toujours du braille numérique. Nous, on s'est changé, on passe d'une table à l'autre sans problème. C'est important aussi, si le braille numérique, le CBFE informatique existe, c'est important de l'utiliser. D'ailleurs, Et lire une adresse Internet, par exemple, c'est pas évident en braille, hein, avec les points 7 et 8. non, mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, l'inventeur du braille, donc Braille, avait quand même bien compris l'intérêt ergonomique d'avoir 6 points et pas plus. Ah oui. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, la lecture 8 points est assez compliquée et on voit bien que c'est pas pour rien qu'il y avait 6 points et pas plus, quoi. Ah Ben, bah, c'est ça pour ça rentre, qu'il a rejeté le système à 12 points de Barbier de ouais, la De Serre. Barbie, exactement, ouais, Mm, tout à fait, ouais, parce que ouais. ça rentre pile poil dans la pulpe de l'index, mm. et que donc, effectivement, voilà, Et voilà. avec l'espacement de 2 mm Il 5 a et tout tout ça. trouvé de façon empirique, et ça, c'est assez génial. Le C'est braille, Ah oui. impressionnant, hein. C'est ouais, là où il était génial. C'est ouais, on a essayé depuis de trouver d'autres ouais, écartements, taille de points, etc. Et ouais. de manière empirique, il avait tout trouvé, quoi. Et le monde entier l'a adopté, hein. Ouais, ouais. Oui. Ça, c'est assez fabuleux. Le monde entier Moyennant l'a son adopté. oubli du W, mais bon. Pardon? Moyennant le fait qu'il avait oublié le W. Oui, mais Ah parce oui. qu'il n'existait pas à l'époque. Bah oui, Juste, il mangeait ni chewing-gum ni sandwich. ouais, voilà, C'est et ça. il utilisait encore moins des wagons, et le web n'existait pas. Donc, Mm, évidemment, en 1825, 29 pour la deuxième version, le braille, le W, voilà, n'existait mm, pas. mm. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de braille. Si on parle maintenant de braille abrégé, puisque il y a eu un rejet pendant quelques années, soyons honnêtes, de l'abrégé dans les écoles, dans les structures, notamment en suivi d'inclusion. Il fut un temps où on disait, bon, écoute, t'as pas besoin d'apprendre l'abrégé parce que de toute façon, tu utilises du braille sur plage tactile, donc t'as pas besoin de l'abrégé. Est-ce que les nouvelles technologies vous aident un petit peu à revaloriser l'abrégé?
Ah bah tout à fait. Alors là, pour le coup, moi, je dis oui à 100%. D'abord, JAWS comme NVDA gère plutôt bien l'abrégé. C'est important de montrer aux élèves, notamment en lecture, que l'abrégé, ça va être un plus. Peut-être tu peux dire sur les pages tactiles. Bah, les petites plages tactiles aussi sont quand même faites pour lire de l'abrégé, parce que Oui, tout à fait. lire de Oui. l'intégrale sur une plage Une 20 plage caractères, 20. c'est un peu, Mm. voilà. Mm. Voilà. Alors que l'abrégé s'y prête très bien. Ça relance vraiment l'apprentissage de l'abrégé. On peut même écrire en intégrale et avoir directement le texte en abrégé. Donc l'aspect lecture est très valorisé. Et moi, je vais même aller jusqu'à utiliser le smartphone pour faire de l'abrégé à mes élèves. C'est-à-dire que j'ai une élève qui a dit, quand elle a vu qu'on pouvait utiliser l'abrégé sur le smartphone, élève de 5e à l'époque, 5e, elle allait beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, ah, c'est génial, l'abrégé, ça me fait gagner un temps fou. Et elle a appris l'abrégé pas pour faire du français, pas pour faire des maths, mais pour aller sur les réseaux sociaux. Du coup, maintenant, elle l'utilise aussi en maths et en français. Mais si on arrive à dire aux élèves, bah, l'abrégé, tu vas pouvoir lire sur des petites plages tactiles de 20 caractères. 2, dans ta prise de notes, notamment sur un smartphone, tu vas être beaucoup plus rapide. Et 3, ça peut être aussi un outil de révision, par exemple du lexique. Tu trouves un mot, tu ne sais pas sa signification, plutôt que d'aller chercher dans une quantité de livres, tu tapes ce que tu lis sur ton smartphone et ça te donne directement la signification du symbole. C'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Oui, c'est vrai. Alors, Et je sais que Jacques, tu en es fan, mais est-ce que la saisie braille sur l'écran, c'est quelque chose que vous valorisez? Ah, moi, oui. Un ninja, je valorise énormément ça. Aux élèves, j'essaye à chaque fois dans mes prises en charge de leur proposer un temps quand ils ont fini l'abrégé ou de leur montrer que la saisie braille à l'écran, ça va juste leur permettre d'écrire des SMS beaucoup plus vite, de répondre à des adresses internes. Enfin, c'est vraiment un vrai plus pour le coup. alors, J'insiste aussi sur le fait que beaucoup de gens ne mettent pas les élèves à l'abrégé parce qu'ils ne le connaissent pas eux-mêmes ou parce que pour eux, ça a été compliqué à apprendre. Il faut faire attention à ça aussi. Et puis, on peut pas l'apprendre non plus à tout le monde. Il y a des gens je pense qu'il faut déjà maîtriser très bien le braille intégral avant de passer à l'abrégé. Et c'est pas toujours simple. À Forja, on l'apprend très peu parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aussi de français, voilà, c'est des problématiques fleues. Et du coup, bah, l'abrégé n'est peut-être pas recommandé pour eux tant qu'ils n'ont pas acquis un français, en tout cas un meilleur français, et puis maîtriser l'intégrale. Donc voilà, le ça français langue s'adresse peut-être pas. étrangère, hein. Oui, c'est ça, français langue étrangère. Donc ça s'adresse peut-être pas non plus à tout le monde. De Alors, moins en moins, tout le monde. Ouais. alors le problème, alors c'est vrai que moi j'ai pendant des années, j'ai abandonné complètement l'abrégé et je l'ai redécouvert au moment des outils de saisie braille sous iOS où je me suis rendu compte qu'on gagnait énormément de temps en saisie. Cela étant dit, bon, quelqu'un qui a une scolarité normale ou un niveau intellectuel normal peut apprendre l'abrégé sans trop de problèmes. Après, évidemment, s'il y a une déficience intellectuelle ou des difficultés d'apprentissage et tout, ça c'est autre chose. Mais d'une manière générale, l'abrégé, c'est quand même quelque chose qui peut s'apprendre et qui peut s'apprendre y compris dans des langues étrangères. C'est-à-dire que bon, il faut savoir que chaque langue a un abrégé ou pas. Il y a des langues qui n'ont pas d'abrégé. L'italien n'a pas d'abrégé, le russe n'a pas d'abrégé. Donc ça c'est des. Mais les étudiants par exemple en langue, les étudiants je sais pas qui vont apprendre l'anglais vont à un moment ou à un autre être contraints d'apprendre l'abrégé. C'est une nécessité parce que. Mais c'est vrai que l'abrégé a quand même évolué parce que euh, les aveugles de ma génération apprenaient systématiquement l'abrégé parce que l'information n'existait, enfin certaines informations n'étaient accessibles que par le biais de l'abrégé. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple des livres qui n'étaient transcrits qu'en abrégé. Donc aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué parce que parce qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton ou de faire une commande et puis on passe de l'abrégé à l'intégrale sans aucun problème. Donc, c'est vrai que c'est devenu quand même un peu moins indispensable. Mais il y a enfin, avant l'existence des nouvelles technologies, bah, si on voulait accéder, ne serait-ce qu'au dictionnaire,
pour des raisons de place qu'on a évoquées tout à l'heure. Le dictionnaire Larousse faisait 13 volumes, je crois, si je me souviens bien. Heureusement qu'il était en abrégé, parce que un dictionnaire en intégral, ça aurait été juste pas possible. Je crois on économise 60% de place ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, le bien. Je crois que c'est ça. Et surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, on utilisait aussi beaucoup l'abrégé dans la prise de notes. Rappelez-vous, quand on était à notre jeunesse, messieurs, dames, on travaillait essentiellement avec la tablette. La tablette et le poinçon. Et donc là, quand vous faisiez des études supérieures, si vous ne maîtrisiez pas le braille abrégé, c'était extrêmement compliqué de faire une prise de notes rapide. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, par contre, le fait de travailler sur des plages, des petites plages, 20, 30, 40, en lecture, l'abrégé retrouve son intérêt. Parce que quand même, on glisse beaucoup plus vite sur les mots. Les index glissent beaucoup plus vite sur les mots. Et je pense qu'on compense un tout petit peu. On parlait tout à l'heure de la difficulté de mettre la mise en place de la lecture à deux mains sur une plage tactile. Le fait de faire de l'abrégé, ça compense un petit peu parce on lit plus de choses avec un espace réduit. Oui, alors, pardon de t'interrompre. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que certes, on gagne du temps, mais moi, je repère ce temps. Alors, c'est peut-être un manque de pratique, hein, c'est peut-être tout à fait personnel, mais je perds du temps parce que je m'aperçois que je dois quand même, intellectuellement dans ma tête faire une conversion de ce que je lis, une interprétation des signes, et donc du coup, j'ai l'impression d'aller moins vite. Ouais, mais ça, c'est parce que je me permets de t'interrompre encore, c'est parce sûr. que, pour le coup, je pense qu'effectivement, il faut que tu connaisses ton abrégé. Si tu rencontres chaque, et tu attends chaque, c'est chaque. Moi, quand je lis A grave Q, chaque tout de suite. Donc, du coup, j'ai plus besoin de réfléchir. Mais je crois, Eric, de mémoire, l'étude de l'INSHEA, alors qui a changé de nom, excusez-moi, je l'ai en ancien. Voilà. Il me semble qu'ils avaient fait une étude où justement ils montraient quand même qu'il y a un gain de passer en abrégé, mais il n'est pas. Alors, vraiment, je ne l'ai pas relu l'étude, mais il me semble me souvenir quand même que le gain était réel, mais pas exponentiel non plus, quoi. Qu'il y avait un bénéfice, mais pas si grand que ça quand même. D'accord, mais l'ont-ils testé sur les supports numériques? Je crois de mémoire, j'ai participé à l'étude. Il me semble que oui, de mémoire, mais à vérifier. Peut-être que c'est plus facile d'anticiper quand toutes les lettres sont écrites, c'est-à-dire qu'on anticipe toujours quand on lit. Et je me disais que peut-être quand tout est écrit, c'est plus facile d'anticiper la suite que quand on lit en abrégé. Exactement, c'est très pertinent, oui, effectivement. Effectivement, c'est très très pertinent. Mais par contre, quand tu es sur une plage tactile, effectivement, tu peux anticiper, sauf que pour glisser jusqu'au mot d'après, c'est plus complexe, je pense. Bon, après, ces questions d'ergonomie restent quand même très très personnelles, hein. Oui, bien sûr. On est dans quelque chose de très subjectif et très personnel. Tout comme d'ailleurs certains aiment bien lire sur des plages incurvées et d'autres sur des plages plates. Ça, c'est vraiment le goût de chacun. Ça, c'est le goût de chacun. Puis c'est la motricité de chacun. Il y a des gens qui ont des difficultés de motricité, de mobilité, ou au contraire plus de facilité. Ça après, voilà, je veux dire qu'il y a je pense qu'on aurait autant de réponses que d'utilisateurs interrogés. Ouais. En tout cas, c'est important quand même de conserver l'apprentissage du braille abrégé dans les établissements, dans les structures d'accompagnement, d'inclusion, hein. Évidemment, comme le disait très bien Christelle, c'est pas possible pour tout le monde à notre époque. Et de réinsertion professionnelle aussi. De réinsertion professionnelle, oui, tu as tout à fait raison. Et ça, c'est important parce que tout le monde ne peut pas l'apprendre. Je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Alors à notre époque, on nous mettait massivement à l'abrégé et au braille, on faisait braille intégral, abrégé, on se posait pas. Tu rentrais pas en 6e si tu connaissais pas l'abrégé. Hein. Voilà, hein, c'était non négociable, que tu aies des difficultés ou pas. Aujourd'hui, c'est réservé quand même à des gens qui ont quand même un certain potentiel de mémorisation, d'apprentissage, une bonne connaissance du français. Mais ces gens-là, il ne faut pas leur enlever un outil. C'est ça, moi, qui me gêne, c'est que l'abrégé, c'est enlever un outil de prise de notes, de lecture, d'écriture, qui s'adapte en plus aux nouvelles technologies.
hein, ça, c'est vraiment important qu'ils s'attachent aux technologies d'aujourd'hui. On ne pourrait pas faire d'abrégé avec nos plages tactiles. Ben, évidemment, il mourrait de lui-même, mais c'est absolument possible. Et il faut par contre que les professionnels se forment, l'apprennent, l'utilisent, parce que ça va passer par eux. Hein, combien de fois je rencontre des collègues qui me disent bah, moi l'abrégé je le connais pas bien, je me sens pas en mesure de l'enseigner. Ou ce jeune il a que 2 heures de braille en inclusion, oh bah c'est pas la peine. Moi j'ai 2 élèves que je suis en inclusion au SDIDV qui font de l'abrégé et qui s'en servent. L'un sur le B-Book, notamment sur le B-Book. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup de la prise de notes, mais l'abrégé, ça permet vraiment de prendre des notes très rapidement dans un bloc-notes. Alors, je sais que les gens saisissent très vite maintenant sur le clavier de l'ordinateur. Et quand on a un ordinateur, c'est bien aussi d'écrire sur le clavier de l'ordinateur. Mais quand on a juste son petit appareil qui est vraiment très transportable dans son sac et qu'on a besoin de noter très rapidement quelques informations, ben, l'abrégé, c'est quand même très pratique. Alors, je te rejoins en partie, Christelle. Je dirais que pour ceux qui font, par exemple, bon, bah, comme tout le monde le sait, moi je suis interprète de conférence, et pour ceux qui font de l'interprétation consécutive, donc l'interprétation consécutive, ça consiste à, vous avez quelqu'un qui parle pendant on va dire entre 6 et 10 minutes. Et pendant la durée de cette intervention, de 6 à 10 minutes, vous devez prendre des notes et ensuite vous devez tout restituer. Et là, bon alors évidemment, l'abrégé seul ne suffit pas, donc il faut aussi se créer son propre abrégé, sa propre, un peu bon, comparaison n'est pas raison, mais disons on peut, comme si c'était un peu une prise sténographique, on va dire. Mais l'abrégé reste quand même extrêmement, une bonne connaissance de l'abrégé aide énormément. Et parce qu'il là, il faut quand même prendre beaucoup de notes, il faut quand même saisir beaucoup d'informations. Et donc du coup, l'abrégé devient nécessaire. Après, c'est vrai que d'une manière générale, aujourd'hui, un bon clavier AZERTY ou QWERTY, on peut arriver à apprendre très très vite. On va très vite. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on voit les jeunes, à l'INJA notamment, les plus grands, les lycéens, ils lisent encore en abrégé, mais ils l'écrivent de moins en moins. On se rend bien compte que là, beaucoup d'ailleurs de gens, par exemple, prennent leurs notes avec le clavier AZERTY et vont lire en abrégé. Mais sur un bloc-notes, c'est toujours utile. Ben oui. En écriture, j'entends. Ouais. Et donc, par rapport à ces nouvelles technologies, est-ce qu'il y a d'autres technologies que vous utilisez un petit peu dans l'apprentissage du braille? Est-ce que Alors nous, moi j'utilise un truc que j'adore. Yannick, petit clin d'œil, qui s'appelle les braillomino, mais sans faire de flatterie, c'est vraiment un super outil. Parce que expliquer, du coup. Voilà, alors les braillomino, c'est comme un domino, un peu, hein, Oui. qui est divisé en deux. Au-dessus, vous avez le caractère en écriture ordinaire, et en dessous, sa représentation avec les points, à la fois les points saillants, présents, et en creux les points absents, parce qu'on peut aussi identifier une lettre par les points qui manquent. Et c'est à la fois un super outil pour des élèves qui ont un restant visuel, parce qu'on en a fait blanc sur noir, noir sur blanc, pour leur montrer que c'est pas parce qu'ils passent au braille qu'ils doivent renoncer à voir. Hein. Être brailliste, malvoyant, c'est pas dire bah, je vais plus utiliser mon potentiel visuel. Ouais, ça a beaucoup évolué parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas le droit de poser les yeux sur du braille, par exemple. Non. Bien sûr. Hein, à l'époque, dans certaines grandes institutions nationales, les profs avaient même interdiction d'utiliser le stylo pour quoi que ce soit. Oui. Aujourd'hui, ça a changé et je dis même que l'orthoptiste peut être le meilleur ami du brailliste malvoyant. Et donc cet outil permet de se faire une image mentale, de partir de l'existant en noir pour aller vers sa représentation en braille. Bien sûr, quand on est malvoyant profond, et c'est important de le redire, on lit le braille avec les doigts. Hein, j'insiste bien sur le mot doigt, hein, ça c'est important. Mais c'est intéressant aussi pour des gens qui sont aveugles de toujours ou depuis très longtemps et qui peuvent partir du code braille pour aller se représenter ce que se fait la lettre en écriture ordinaire. L'arrobase, je ne suis pas convaincu que tous les aveugles de toujours sachent comment est dessinée l'arrobase en noir. Voilà. Donc c'est un outil qui est... On parle de cet outil dans les nouvelles technologies parce qu'en fait, c'est un outil qui est imprimé en 3D. Et donc, c'est pour ça qu'on le classe dans les nouvelles technologies, bien sûr. C'est-à-dire que l'impression 3D peut être une source d'invention d'outils pédagogiques
à des coûts abordables, on va dire. Parle aussi peut-être de l'hyperkin. Ah oui, alors sinon, il y a aussi le Viz Hyperkins qui est aussi fabriqué avec l'imprimante 3D, Yannick, voilà, je Oui, tout pense. à fait. Et c'est aussi un outil qui permet de représenter une cellule braille avec des pions pour mettre de couleurs, pour représenter chaque point, chacun des 6 points. Et ça permet aux gens de refaire la lettre, en fait, pour la mémoriser. Et puis, on peut aussi faire cette lettre en mode écriture, c'est-à-dire avec les points alignés en horizontal, comme sur la machine Perkins ou sur les blocs-notes, d'ailleurs. Alors moi je précise pour que j'aimerais bien qu'on ait maintenant quelque chose sur les brailleaux-luminaux numériques avec certaines lettres. Petit Votre clin d'œil à message est Yannick. arrivé, Monsieur Aubin. Voilà. Non mais ça va être important Oui, parce oui. que pour montrer justement comment sont disposés, Christelle disait tout à fait très bien tout à l'heure, les Hyperkings, comment sont disposés par exemple les points avec le point 7, où est le point 7, où est le point 8 par rapport aux 6 points. C'est vraiment très intéressant et moi c'est un outil que j'utilise. J'ai abandonné, je l'utilise de temps, la boîte d'œufs, qui était un outil qu'on utilisait classiquement, qui garde son intérêt pour cet outil, parce qu'on peut y mettre aussi, on a fait aussi des pions où il y a l'association d'une couleur et d'une forme, par exemple. Et ça aide vraiment. En tout cas, avant de passer à la pratique, moi je l'utilise avec mon élève là. Avant de passer à la pratique, ça permet vraiment d'enregistrer mentalement la disposition des points et de les retenir, surtout de retenir les différents caractères avant de passer à la pratique, à la lecture et à l'écriture sur les appareils. Voilà. Donc juste pour que tout le monde comprenne nos sous-entendus, pour être transparent, c'est un outil donc que Eric a développé avec mon beau-frère et que aujourd'hui mon fils produit. Voilà, c'est pour ça qu'on a les sous-entendus. Et que nous utilisons, Christelle et moi, dans nos différentes pratiques. Oui. Dans nos différentes pratiques, parce que c'est vraiment un outil tout à fait essentiel. Et est-ce que c'est difficile de se projeter? Alors, on en a un petit peu parlé peut-être avec la plage multiligne. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des outils plus tard qui vont... Qu'est-ce qui va peut-être booster le braille dans les années à venir? Justement, l'outil multiligne. Parce que, comme le disait tout à fait Jacques tout à l'heure, c'était très intéressant, parce qu'on va retrouver notamment ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui au braille numérique avec les plages tactiles, la plupart des plages tactiles que nous avons, c'est qu'on est sur une ligne en fait, et qu'on n'a pas la représentation en verticalité. Là, avec cette plage-là, ça pourrait être intéressant de retravailler cette histoire d'espace-page ou espace-écran, je sais pas comment on pourra l'appeler. Et peut-être aussi de pouvoir transcrire des schémas, peut-être que le multiligne pourra permettre, enfin le multipoint peut-être, pourra peut-être permettre de développer ce genre d'outil. Ouais. Bon, je crois que la recherche-développement a pris beaucoup de retard sur ces questions, parce que je crois qu'ils ont quand même ils ont quand même beaucoup vécu sur leurs acquis, parce que les plages braille se vendent très bien et restent très chères, et puis en plus il y a la subvention derrière, etc. Bon, on connaît toutes les problématiques du handicap business, je vais pas rentrer dedans. Mais je crois qu'il est vraiment temps, effectivement, de passer à quelque chose d'autre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une imprimante braille, logistiquement, ne permet pas de mobilité. Alors moi, il m'est arrivé dans certaines conférences internationales où, par hasard, il y avait une imprimante braille, donc j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'imprimer les documents de la conférence de manière à ce que, effectivement, ça change complètement la vie. C'est-à-dire que on peut aller très très rapidement, on peut consulter deux informations en même temps. Enfin bon, c'est quand même, ça va quand même beaucoup, ça aide beaucoup. Donc je pense que le multiligne aiderait. Je pense alors moi je m'y connais pas beaucoup, mais des écrans polymères, il y a des choses aujourd'hui il existerait des choses qui aujourd'hui trouvent leur application dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec le handicap visuel, qui pourraient très très bien être utilisés pour le braille et plus que pour le braille, pour le tactile en général, c'est-à-dire pour la représentation de schémas, de dessins, de formes, de plein de choses. Moi, je pense qu'on est vraiment au tout début de quelque chose, mais je pense aussi qu'on a pris énormément de retard
dans la recherche-développement de ce genre de choses, parce que bah, voilà quoi, ça ronronne bien quoi. Et puis Est-ce que vous percevez des effets à l'intelligence artificielle peut-être aussi ou pas encore? Moi, pour le moment, je n'en vois pas vraiment les bénéfices, mais pour construire des supports, par exemple, pour construire des exercices, vous ouais. voyez, ça pourra être intéressant. C'est-à-dire, je veux un texte avec telle chose dedans. Toi, Oui, d'ailleurs, tout à fait. tu l'as déjà fait, toi. C'est ce que j'ai fait, oui, déjà. Tu as déjà commencé. En Tu lui en disant, avances. on veut utiliser tel mot et fais-moi un texte. Après, évidemment, faut pas se contenter de ça, il faut le revoir. Mais Ouais, ça ouais, peut non, mais être c'est vrai une que c'est base. intéressant. Ouais, Ça peut être une Mhm. base. Pour J'avais bâtir pas des pensé, mais exercices, ouais. ça va être Oui. intéressant. Voilà, pour bâtir des Mhm. exercices, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Par contre, le rôle de l'enseignant va être, on va se concentrer sur autre chose, mais il va être tout aussi important. Parce que oui, on pourra avoir un texte ou un exercice. Par contre, concevoir, l'inscrire dans une progression pédagogique, ça, l'intelligence artificielle le fera pas. Et enfin, en tout cas pour l'instant. Et ça Ouais, mais sera quand l'intelligence même. artificielle, elle peut par exemple, je sais pas moi, tu veux entraîner l'élève sur les mots longs, bah, tu peux dire à l'intelligence Voilà, Tout à fait. artificielle, c'est écris-moi un exactement texte avec des mots qui ne font pas moins de 8 lettres, par exemple. Je C'est dis n'importe quoi. exactement ce que Christelle a fait, par Ouais. exemple, pour un texte à trous. Maintenant, je veux dans ce texte à trous, je parle, mais c'est toi qui as fait Mm. l'exercice, alors, je veux tel mot, et effectivement, il y avait tel mot. Ou je veux dans l'exercice, dans des phrases, qu'il n'y ait pas sept lettres, ou au contraire, je veux qu'il y ait sept lettres là, obligatoirement. Donc, effectivement, comme ça va nous aider. Dans la réalisation des supports, ça va être intéressant. Y compris aussi dans le fait de trouver des phrases d'abrégé, etc. Oui. Oui, des phrases d'abrégé Oui, tout avec à des fait. pièges, voilà, on n'a plus besoin de se creuser la tête sur ce sujet-là. Ou moins besoin, en tout cas. Sous réserve de connaître l'abrégé, parce que. Ok. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés que vous souhaiteriez aborder Je pense qu'on a fait un tour déjà bien large. On voit quand même Ah oui, oui. que les nouvelles technologies valent le coup d'être utilisées, en tout cas dans l'apprentissage du braille, et ne sont pas l'ennemi Ah Voilà, non. moi du braille comme ça a été pendant quelques années, quoi. je crois que pour un peu nous résumer, il y a quand même, j'ai l'impression que le braille retrouve un peu le sourire. C'est-à-dire il y a eu un moment creux où on a dit bon, les synthèses, tout ça, le braille, et puis on est en train de s'apercevoir des limites considérables de ce genre de raisonnement parce que bon. C'est tout. La personne, à un moment donné, la personne qui ne voit pas assez pour pouvoir lire, même avec des grossisseurs, des agrandisseurs, etc. À un moment donné, il faut accepter. Il y a quelque chose, il y a un travail aussi d'acceptation à faire, qui est probablement pas facile, mais enfin bon, c'est tout. À un moment donné, il faut avoir, je veux dire, et l'acceptation de sa cécité passe par bah, l'utilisation du braille, l'utilisation de la canne blanche, l'utilisation de ceci, de cela. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que le braille, malgré tout, bah, n'a pas dit son dernier mot. Et il reste la meilleure solution pour garder un contact avec l'écrit et la lecture. Oui, ce qui est très important. Ça, c'est le danger des aveugles voilà, si on n'a plus de braille, on tombe dans l'oralité, dans l'illettrisme. Oui, Et c'est le cas d'un certain nombre de déficients visuels, faut pas se le cacher, parce qu'effectivement, bah, ils n'ont plus de contact avec l'écrit. Encore une fois, si pour des voyants, c'est fondamental de savoir lire et écrire, au nom de quoi les tout aveugles à seraient fait, condamnés à l'oralité? tout à Au fait. nom de quoi? C'est pour moi quelque chose d'excluant. Donc, savoir lire et écrire, c'est important pour tout le monde, qu'on soit brailliste, enfin qu'on soit voyant ou malvoyant. Et notre outil de lecture et d'écriture reste aujourd'hui le braille. Alors moi, je suis quand même, je suis tout à fait admiratif parce que il y a une génération intermédiaire. Bon, je vois par exemple dans notre équipe, bon, on a quelqu'un qui fait de l'architecture réseau, des choses comme ça. Il ne travaille qu'avec des synthèses sur des lignes de commande hyper compliquées. Enfin bon, c'est des choses. Moi, je suis. Tu parlais tout à l'heure de la lecture d'une adresse internet. Moi, je suis complètement incapable de lire une adresse internet un peu longue avec la seule synthèse. Je perds énormément de temps. Moi, je mets tout de suite les doigts sur la plage.
Je parle de la plage tactile, pas de celle des vacances. Et donc, ou de la ligne braille, comme diraient les Suisses. Donc, du coup, c'est vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a une génération qui a développé des capacités euh, assez, Alors, ouais, je pense, assez je pense que extraordinaires pour pouvoir parvenir à utiliser uniquement des synthèses. Mais à mon avis, ça n'est pas la solution. Pardon, je t'ai interrompu. Je pense, non, non, c'est moi. Je pense que ça reste vrai, mais pour les gens qui ont soit perdu la vue assez tard et qui déjà maîtrisaient bien la lecture, ou, enfin, je sais pas, parce que pour les gens qui apprennent, par exemple, le public de Forja, qui apprend le français en même temps le braille, eh bien, la synthèse vocale, ça leur permet pas d'acquérir l'orthographe et de maîtriser correctement le français. Déjà parce que parfois, la synthèse vocale prononce pas très correctement les mots. Et puis parce que c'est voilà, ça reste de l'oralité. Donc moi je suis plutôt pour quand on apprend le braille et qu'on fait du braille numérique, en tout cas au début, de couper la synthèse vocale pour pouvoir se concentrer sur le braille. Et après, évidemment, on a besoin des deux. Quand on veut lire quelque chose très rapidement, la synthèse vocale est très utile. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important de faire passer comme message, il y a toujours des gens qui sont exceptionnels et qui réussissent des choses. Hein. Il y a des gens qui réussissent, ils savent ni lire ni écrire et ils ont un parcours professionnel extraordinaire. Ça existe partout chez les voyants comme chez les personnes handicapées. Mais ce qui est important, je pense, de dire, c'est rajoutez-vous des outils. Quand on a un moins, il faut avoir un maximum de plus. La synthèse vocale n'est pas l'ennemi du braille. Le potentiel visuel correctement utilisé n'est pas l'ennemi du braille. Ce qui va être La maîtrise de la plage tactile n'est pas l'ennemi de la maîtrise du clavier AZERTY. Du clavier AZERTY. Ce qui va nous rendre efficace, c'est d'être capable d'avoir dans sa mallette, dans sa boîte à outils, un maximum d'outils. Hein, quand on veut clouer, c'est plus intéressant d'avoir un marteau qu'un tournevis. Voilà. Moi, le matin, je veux lire rapidement mes mails, je les écoute à la synthèse vocale. Par contre, je rédige quelque chose, j'ai besoin d'avoir un contact avec l'orthographe, j'utilise ma plage tactile parce que là, je vais avoir une orthographe précise et je vais pouvoir vérifier. Je veux lire une boîte de médicaments, eh ben, comme le disait Jacques tout à l'heure, je passe mon doigt dessus. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher mon téléphone, de scanner le QR code, d'utiliser, parce que du coup, instantanément, j'ai l'information. Donc, ce qui est important. Ouais. Pardon, il y a une chose très intéressante dans ce que tu dis et que j'aimerais compléter, c'est le fait que on n'a pas, par exemple, en fait, il y a vraiment deux manières de traiter l'information. Moi, je m'aperçois que quand je lis, quand j'écris un article, par exemple, je lis, je fais une lecture à la synthèse et une lecture en braille. Je fais comme toi. Quand je rédige, je fais exactement comme toi, je fonctionne de la même manière. Quand je rédige quelque chose, je fais les deux. Et j'ai besoin des deux. J'ai l'écoute orale de ce que ça va donner et en même temps, j'ai besoin de lire sous mes doigts pour vérifier l'orthographe. Donc, je fais ça effectivement comme ça. Eh ben, en tous les cas, merci beaucoup. Je crois que on va retourner sur la plage cette fois de sable fin. Christelle et Eric, on tient vraiment à vous remercier. Merci C'était vraiment beaucoup. passionnant de voir comment les nouvelles technologies œuvraient dans l'apprentissage du braille. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout au long du mois d'août pour tous ces podcasts. Salut à tous. Merci Salut. beaucoup. Bon, bonne journée.